Je vous renouvelle mes remerciements pour votre participation au premier Silver Talk. Des remerciements également nourris à Anne-Julie Silevitz pour la proposition de la thématique et l'organisation, à Federico Palamiti également, à notre président du conseil scientifique, le professeur Olivier Guérin du CHU de Nice, à qui je laisserai la parole donc, dans quelques instants. Donc, Frédéric Rodriguez, je suis le directeur du Gérontopole Sud. C'est le premier épisode de notre Silver Talk. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir sur cette thématique autour des interventions non médicamenteuses. Je l'espère que ce format vous conviendra. C'est un format discuté en équipe, expérimenté sur d'autres territoires. Donc, je suis persuadé effectivement qu'il conviendra pour effectivement confirmer la qualité de nos échanges autour des interventions non médicamenteuses. Je vous propose de ne pas monopoliser la parole, effectivement, car le temps est compté, et laisser le soin à notre cher président du Conseil scientifique, Olivier Guérin, de pouvoir introduire notre premier Silver Talk. Merci. Merci Frédéric, et puis bonjour à tous. Et puis comme c'est encore possible, je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année 2026, à vos structures, et puis aussi personnellement et à vos proches. Alors c'est un nouveau format qu'on lance, parce que c'est le premier Silver Talk. Ça a été souhaité par et le conseil d'administration et le conseil scientifique du Gérontopole Sud. Vous le savez, ce Gérontopole qui est notre maison à nous tous, et qui est un catalyseur de tout ce que l'on peut faire et de tout ce que l'on peut dire sur le vieillissement, le bien vieillir dans notre région. Ce Gérontopole qui est coporté par le Conseil régional et l'Agence régionale de santé, avec beaucoup de structures qui participent. Le thème de ce premier Civil Talk sur les interventions non médicamenteuses, c'est un thème, je trouve, très fédérateur, notamment à la fois pour les acteurs du domicile, à la fois évidemment pour les acteurs des EHPAD, mais aussi pour le monde de la gériatrie, de la gérontologie en général. Vous le savez, c'est une thématique très importante dans le cadre du déploiement du plan maladie neurodégénérative national, parce que c'est un élément essentiel pour la qualité, à la fois la qualité d'exercice professionnel de nos équipes soignantes, et pas que, et évidemment dans l'intérêt des patients, des résidents. Donc je me présente rapidement à Olivier Guérin. Moi, pour le coup, je suis professeur de médecine en gériatrie au CHU de Nice, effectivement président du conseil scientifique du Gérontopole, mais aussi vice-président du Gérontopole en soi, et donc très heureux d'accueillir pour ce premier Silver Talk sur cette thématique dont je vous ai expliqué l'importance. Et si vous êtes là, c'est que vous en êtes convaincu. À la fois Anne-Julie Vaillant-Sissovix, qui est docteur en gérontopsychologie clinique au CHU de Nice, mais qui a aussi des fonctions nationales, notamment à la Société française de gériatrie et de gérontologie, et qui a coporté et qui a été la rédactrice, l'animatrice de la partie de rédaction dans les recommandations nationales, notamment sur les INM, de ce chapitre-là, recommandations nationales qui sont disponibles, parues en septembre 2024, et donc disponibles à peu près partout, coportées par la Société française de gériatrie et de gérontologie, la Société française de psychiatrie et de psychologie de la personne âgée, la SF3PA, et par la Fédération des centres mémoire, Fédération nationale des centres mémoire. Donc ce sont de belles recommandations. Et donc on a les plus grands experts dans notre région, au sein de notre Gérontopole, et c'est de ça dont vous allez parler. Donc merci Anne-Julie. Et puis tu vas parler aux côtés de Federico, que je vais présenter juste après, aussi de la création du centre d'expertise pour les interventions non médicamenteuses, qui a été décidé entre l'Association française Alzheimer, la Mutualité française et le CHU de Nice, et qui démarre à peine, mais qui est un nouveau bébé de l'année 2026. Et ça me permet de remercier de sa présence le président de France Alzheimer 06, Federico Palermiti, qui est aussi un compagnon de route de tous les combats de la gériatrie, de la gérontologie au national, membre aussi de la Société française de gériatrie et de gérontologie, qui est aussi au conseil scientifique de la Fondation Médéric Alzheimer. Enfin bref, Federico est un personnage central, si tu me permets, Federico, autour de ces thématiques-là, et en plus avec ta vision associative
de président de France Alzheimer 06. Je vous souhaite un très bon Silver Talk et à vous, les amis. Ah, pardon, un tout dernier point. Je remercie Megan Conti, hein, qui est notre communicante Gérontopole Sud et qui a permis la réalisation technique de ce Silver Talk. Merci Olivier. Donc effectivement, mes remerciements à l'équipe du Gérontopole, notamment à Mégane pour le pilotage en lien avec les équipes de Nice. Des remerciements également nourris au CHU de Nice, à l'Association France Alzheimer 06, à la Fondation Claude Pompidou, ainsi à la Mutualité française. Et nous allons pouvoir ainsi laisser intervenir Anne-Julie Vaillant, donc notre docteur en psychologie au CHU de Nice, et Federico Palermiti, président de France Alzheimer 06. Alors, très bien, merci beaucoup. Je coupe la caméra, ce sera plus simple pour moi. Et c'est parti, on y va normalement. Vous voyez mon écran. Donc, on va rentrer tout de suite dans le contexte et on va parler évidemment des interventions non médicamenteuses, mais nous allons parler dans un premier temps des symptômes psychocomportementaux. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à les garder pour la fin de ce Silver Talk. Je pense qu'il y a également possibilité d'envoyer des questions dans le chat, donc vous n'hésitez pas. Le but, c'est qu'on vous présente un petit peu les choses avec Federico, mais surtout qu'on puisse garder un petit temps d'échange à la fin de cette présentation. Alors, pour vous parler du contexte, hop, je vais descendre mon écran, sinon je vois pas ma diapo correctement. Hop. Bon, c'est pas grave. On le sait tous, mais petit rappel de principe, les troubles psychocomportementaux ou symptômes psychocomportementaux, dans les maladies d'Alzheimer et les pathologies associées, on sait qu'à un moment donné de l'évolution de la maladie, ils vont toucher plus de 80% des personnes. Donc ça, on en voit tous au quotidien dans nos pratiques, mais il est important aussi de rappeler, et vous le savez bien, qu'on a des troubles du comportement qui vont être plutôt silencieux. Je pense notamment à l'apathie, qui est un réel problème pour nos résidents ou pour nos patients, voire pour les personnes qui sont encore à domicile, puisque ce trouble du comportement ne fait pas de bruit, mais pourtant il génère un déconditionnement de la personne, et ça fait partie des troubles du comportement qu'on peut prendre en charge grâce à des interventions non médicamenteuses. Et puis de l'autre côté, pour poser un peu le contexte, on va avoir des troubles qu'on va appeler des troubles productifs. Je sais qu'en m'écoutant là, vous avez beaucoup d'exemples qui vous viennent en tête, notamment l'agitation, qu'elle soit psychomotrice, qu'elle soit verbale, la désinhibition comportementale, qui peut être parfois très difficile à gérer, qu'on soit en EHPAD, à domicile ou dans des services hospitaliers, et ça nécessite quand même une formation du personnel. Donc c'est la première cause, et ça on le sait aussi depuis maintenant quelques années, on a pas mal de littérature là-dessus, d'épuisement des aidants familiaux et des professionnels de santé. C'est un défi quotidien, que ce soit à tout moment de la journée, que ce soit la nuit ou pendant les soins. Et son impact se fait ressentir évidemment sur la qualité de vie du résident, si on parle de l'EHPAD ou du patient, sur un épuisement global de toutes les personnes en fait qui vont intervenir autour de la personne, et ça va également complexifier donc le parcours de soins de cette personne. On sait également, c'est pas sur ma diapo, mais je le rappelle qu'on a quand même pas mal de passages aux urgences aussi pour des troubles psychocomportementaux, et on connaît déjà la conséquence malheureusement de ces passages aux urgences quand le trouble du comportement, et c'est pas toujours évident, n'est pas pris en charge dès le départ. Donc effectivement, on le sait, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu de santé publique, et on se doit vraiment d'accompagner les personnes âgées pour ces troubles du comportement. Hop. Donc effectivement, l'enjeu de ce webinaire, ça va être de discuter avec vous, mais de faire déjà un petit rappel ou de vous informer au sujet des interventions non médicamenteuses. Donc c'est une réponse que j'ai nommée dans ce diapo qui est incontournable. Il y a beaucoup de recommandations, j'ai choisi de ne pas toutes les inscrire à l'écran, mais on le sait que la Haute Autorité de Santé a beaucoup travaillé sur des recommandations en France. On a également beaucoup d'autres recommandations internationales, comme par exemple l'OMS qui a pu parler des troubles du comportement et des interventions non médicamenteuses, le NICE et puis beaucoup d'autres. On pourra vous les envoyer à la fin du webinaire si vous souhaitez avoir le listing mis à jour de toutes les recommandations parce que c'est quand même intéressant. Au final, si on doit résumer, qu'est-ce qu'elles disent ces recommandations? Que dans tous les cas, dès qu'il y a un trouble du comportement, la toute première prise en charge doit être avant tout non médicamenteuse. Alors là, je ne parle pas uniquement d'intervention non médicamenteuse, ça peut être tout simplement, et on le verra tout à l'heure, une enquête étiologique, c'est-à-dire
fouiller autour du trouble du comportement, essayer d'en comprendre son origine, c'est déjà une intervention non médicamenteuse et vous verrez tout à l'heure, dans les recommandations que le professeur Guérin a introduites, on en parlera sur une prochaine diapo. Donc cette reconnaissance, elle est à l'échelle nationale évidemment, mais je viens de vous le dire, à l'échelle mondiale. Ce qui est hyper important à rappeler, même si on le sait déjà, c'est que cette approche, elle doit être vraiment centrée sur la personne dont on prend soin. C'est une intervention qui doit être personnalisée et individualisée. Je ne vous rappelle pas pour les personnes qui sont en EHPAD l'importance du projet de vie individualisé ou du projet d'accompagnement personnalisé. Vraiment, toute notre stratégie NM doit découler de cette approche centrée sur la personne. Et puis évidemment, c'est pas parce qu'on prône une intervention non médicamenteuse qu'on va être farouchement opposé à un moment donné à une approche médicamenteuse. Simplement, je le rappelle encore une dernière fois, c'est toujours l'intervention non médicamenteuse qui doit être réalisée sous différentes formes, on le verra tout à l'heure, sous différents protocoles. Certains protocoles ne montreront pas une efficacité tout de suite, mais il faudra toujours passer par le non médicamenteux. Parlons un petit peu de la définition des interventions non médicamenteuses. Alors là, vous voyez sur cette image, d'ailleurs je tiens à le préciser, mon diapo a été réalisé avec l'intelligence artificielle et j'ai laissé volontairement cette petite image pour qu'on puisse en débattre après. Mais sans rentrer tout de suite dans une définition très précise, on sait qu'il y a certaines INM qui ont fait leur apparition maintenant depuis plusieurs années, qui sont des INM plutôt digitales. Souvent on les oublie, mais dans les recommandations on en a parlé également, donc je souhaitais vraiment remettre cette image un petit peu au centre. Donc, que nous dit la HAS? Et d'ailleurs, vous le voyez, ces recommandations, ce texte date de 2009. Il n'a pas été réévalué depuis, mais il y a des choses, des concepts pour avoir un fondement d'une définition qui sont déjà très intéressants. On nous parle d'approche déjà thérapeutique ou occupationnelle, et ça c'est important. Donc, soit je vais aller dans une approche où je vais poser une indication sur un trouble du comportement. Je parlais de la désinhibition tout à l'heure, ça peut être une indication thérapeutique, mais je peux également m'occuper de l'aspect plutôt occupationnel ou récréatif. Rappelons l'importance de ces activités-là pour nos résidents et pour nos patients âgés. Tout ça nous permet en fait finalement, selon la HAS, de maintenir ou d'améliorer les capacités fonctionnelles et le bien-être des personnes âgées. Pour la HAS, on est dans un domaine d'intervention qui va viser la cognition. Là, on pense tout de suite aux ateliers mémoire, mais évidemment, il n'y a pas que ces ateliers-là. Il y a beaucoup d'autres INM qui vont cibler une partie de la cognition, et c'est important, dans certains cas, surtout en prévention, de travailler sur l'aspect cognitif, la communication, l'activité physique et l'adaptation de l'environnement. J'ai prévu aussi une diapositive à la fin pour vous parler un petit peu de l'importance de l'environnement. Et donc, ces caractéristiques, on nous dit que, évidemment, ça va de soi, que ces approches doivent être non invasives, respectueuses de la personne et toujours individualisées en fonction des besoins, mais aussi des préférences de la personne. Ces interventions, elles doivent être déployées, généralement c'est ce qu'on fait dans nos établissements, mais c'est important de le redire, par des professionnels qui sont formés ou du moins sensibilisés à ces interventions. On parle souvent, et peut-être dans vos établissements, il y a des ateliers qui sont faits autour de la musicothérapie. Musicothérapie, c'est une INM très particulière. Elle invite normalement la personne qui va prodiguer l'INM à avoir une formation. Il y a plusieurs types de musicothérapie. Donc finalement, si moi, en tant que psychologue, je n'ai pas la formation de musicothérapeute, et c'est le cas, je vais pouvoir faire des INM basées sur la musique, mais je n'appellerai pas mon INM musicothérapie. Donc finalement, ce qui est important pour retenir une définition globale des INM, on l'a compris, elles sont non invasives, elles sont structurées, j'y reviendrai après, elles doivent se présenter à nous sous forme de protocole et leur contenu doit être défini. Qui fait l'INM? Dans quel lieu? Combien de fois par semaine? Sur quelle temporalité? Quelle fréquence? Il faut que nos INM soient le plus reproductibles possible, fondés si possible sur la science. On attend généralement qu'une INM ait au moins une publication scientifique à son sujet pour qu'elle puisse être définie telle qu'elle. Et puis évidemment, elle va avoir un objectif précis. Tout à l'heure, je vous parlais de la désinhibition. Ça peut être un autre trouble du comportement, ça peut être la qualité de vie de la personne. Mais il faut que cet objectif soit ciblé et soit évidemment évalué par des outils qui nous permettent d'évaluer notre objectif. Généralement, ce qu'on attend également d'une INM, c'est que des mécanismes biopsychosociaux soient identifiés. Alors, ce n'est pas le cas pour toutes les INM, mais qu'on puisse dire effectivement sur quelle théorie, sur quel fondement se base notre INM. Et puis, comme dans tout ce qu'on fait dans le soin et dans la santé, ça nous paraît logique qu'il y ait un cadre qui soit éthique et qui soit également respecté. Donc là, on vient de revoir un petit peu les caractéristiques
principales qu'on attend d'après la HAS, et je me suis aussi basée, vous le voyez à la fin de mon diapo, sur des recommandations de Grégory Nino, qui travaille beaucoup sur cette thématique des INM. Donc il y a un paradoxe, une fois qu'on a dit ça, par rapport à nos INM. L'utilisation, elle est très large dans nos établissements. On sait qu'elles sont massivement utilisées par les équipes soignantes et elles sont pertinentes sur le plan clinique, hein. Généralement, quand on essaie une INM dans notre établissement, si on la poursuit, c'est qu'on voit que sur tel résident, sur tel patient, on a quand même une certaine efficacité et c'est pour ça qu'on poursuit ce type d'INM. Malheureusement, la problématique qu'on va avoir, et ça rejoindra ce que nous expliquera Federico plus tard, c'est qu'on va avoir un manque d'harmonisation de ces pratiques. En effet, je reprends mon exemple de la musicothérapie, on ne fera pas les mêmes protocoles et on ne fera pas les INM de la même manière à Paris, à Marseille et à Nice. Et ça nous pose un problème, puisqu'on va avoir des protocoles qui vont être complètement variables et qui vont avoir des niveaux de preuve tout à fait inégaux. Donc, chaque établissement va développer ses propres modalités d'intervention, mais ce qui nous manque actuellement, c'est un référentiel commun, et c'est ce qu'on va chercher aussi à construire avec le centre INM qu'on vous présentera tout à l'heure. Les données, elles restent méconnues ou mal diffusées, et je vais vous expliquer ça tout de suite après avec les nouvelles recommandations, parce que dans la littérature, on a pu faire ressortir des INM à haut niveau de preuve, mais vous allez voir, on a quand même des petites limites méthodologiques. Justement, venons-y avec les recommandations. Donc là, normalement, sur la droite de mon écran, vous avez une capture d'écran de la première page des nouvelles recommandations pour la prise en charge des symptômes psychologiques et comportementaux, dont le professeur Guérin parlait tout à l'heure, faite par 3 sociétés savantes. Et je vous explique très rapidement, sans que ce soit trop ennuyeux, mais pour comprendre un petit peu comment ont été construites ces recommandations, déjà, ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a toute une première partie qui va porter sur les interventions non médicamenteuses, et puis toute une autre partie qui a été faite par des collègues gériatres ou psychiatres de la personne âgée sur la partie pharmacologique. Ce qu'on a souhaité finalement, c'est remettre un petit peu au goût du jour les recommandations de la HAS, celles qui dataient de 2009, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et pour cela, on a essayé d'avoir une méthode, je dis essayer parce que finalement c'est jamais parfait, qui soit un petit peu similaire dans chacun des groupes de travail. Pour ce qui est du non médicamenteux, vous aviez 2 groupes de travail. Un que j'ai pu coordonner, et je vous expliquerai un petit peu toutes les personnes qui étaient dans mon groupe de travail et les différents corps de métier, parce que ça c'est très important aussi. Mais mon groupe a travaillé vraiment sur une recherche bibliographique des interventions médicamenteuses par technique, par approche ou par thérapie si vous voulez. Et dans un second groupe, toujours sur les INM, on avait une collègue neurologue de Paris qui elle a travaillé non pas par approche, mais par trouble du comportement. Donc, une recherche bibliographique lancée dans les 2 groupes, mais avec un objectif différent. On a utilisé une méthodologie que vous connaissez peut-être qui s'appelle Prisma. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que finalement, grâce à cette méthode-là, on trouve des mots-clés, on se met d'accord dans chaque groupe sur des mots-clés, on va lancer une recherche sur des moteurs de recherche scientifiques qu'on a l'habitude d'utiliser, et puis ça va nous sortir tout un tas d'articles sur le sujet. Et puis ces articles-là, vous le voyez dans mon point numéro 2, là, sur l'analyse exhaustive. Si je prends l'exemple du groupe que j'ai coordonné, on est quand même arrivé sur les INM à 2400 articles. Dit comme ça fait très peur. Et je vous avoue que ça n'a pas été une mince affaire. Ensuite, le groupe de lecture s'est réuni pour faire un tri dans ces articles. Et puis, on est arrivé à la fin à moins de 100 articles. Donc là, c'était quand même déjà beaucoup plus digeste. Mais tout ça pour vous dire, dans un premier temps, que la littérature scientifique, elle est quand même florissante autour des INM. Une fois qu'on a eu nos articles et qu'on les a sélectionnés, qu'on a commencé à voir finalement quels étaient les INM qui ressortaient vraiment de ce travail, on s'est dit que c'était intéressant, mais quand même que ça reflétait pas à 100% nos pratiques terrain. Et ça, vous avez compris, ça nous tenait très à cœur dans les recommandations et ce sera pareil pour le centre INM. On veut vraiment que les experts de terrain soient au centre de toutes les actions qu'on va pouvoir mener. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, riche de ces informations, on a réuni les experts du groupe. Je les cite un peu en dessous, mais vous voyez, il y avait des médecins gériatres, des psychologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens. Et donc, c'était plutôt intéressant parce qu'on était représentatif de tous les métiers qui travaillent au quotidien avec des personnes qui présentent des troubles du comportement et qui ont un bon niveau de connaissance sur les INM. Donc, finalement, on a pu rédiger quelques recommandations pratiques sur l'environnement, sur la communication, sur des choses qui nous paraissaient vraiment importantes à dire en plus de la revue de littérature.
Donc la force de cette démarche, c'est que c'est une synthèse qui est plus ou moins rigoureuse de la littérature. En tout cas, on a fait le maximum dans tous ces groupes de travail, et puis qui est basée sur l'expertise, la pluridisciplinarité, pardon, j'ai toujours du mal à dire ce mot, des professionnels de terrain. Donc à la fin du webinaire, si vous le souhaitez, on vous enverra tous ces documents, hein, comme ça vous n'aurez pas à les rechercher. Donc, comment structurer cette prise en charge via les recommandations? Comme on vient de le dire, on a pu recenser et valider toutes les INM qui ont montré une efficacité, élaborer ces recommandations, comme je viens de vous le présenter, et puis clarifier un petit peu plus, et ça n'a pas été une mince affaire non plus, les indications thérapeutiques pour chaque trouble ou par chaque intervention. Et on a pu structurer par la suite et harmoniser une prise en charge autour des troubles du comportement et arriver à quelque chose d'imparfait, mais de plutôt cohérent par rapport à ces recommandations. Sans vous étonner, ou peut-être que ça vous étonnera, vous me le direz d'ailleurs après, mais les INM pour mon groupe à nouveau de travail qui ont ressorti comme ayant le plus haut niveau de preuve scientifique, on retrouve la musicothérapie. C'est pas pour rien que je vous en parle depuis tout à l'heure. Donc, cette intervention thérapeutique qui utilise la musique pour réduire l'agitation, l'anxiété, améliorer le bien-être émotionnel. Et donc, on a retrouvé beaucoup d'articles qui traitaient de séances individuelles ou collectives, de la musicothérapie passive, c'est-à-dire l'écoute musicale, ou active, avec le chant ou la pratique d'un instrument. Et dans beaucoup d'articles aussi, et ça c'était très intéressant de le dire, on retrouvait qu'on était quand même sur quelque chose de très adapté aux besoins et aux préférences des résidents ou des patients ciblés dans les études. Ensuite, deuxième INM qui ressort comme étant la plus efficace, avec des protocoles vraiment très précis dans la littérature, on est sur tout ce qui va être INM basé sur l'activité physique adaptée. Donc, ce sont vraiment des programmes d'exercice, comme on a l'habitude aussi de mettre en place dans nos établissements, qui vont viser à maintenir des capacités fonctionnelles, réduire certains troubles de l'humeur. Il y avait pas mal d'articles sur l'apathie et améliorer le sommeil. Ça fait partie des choses aussi qu'on a pu trouver. Donc on a des exercices de mobilité, d'équilibre et puis, je me rappelle là, en vous en parlant, qu'il y avait pas mal de programmes faits aussi à domicile, plutôt en prévention, mais qui portaient sur, un enseignant en activité physique adaptée derrière une caméra, qui pouvait accompagner la personne et également l'aidant. Donc des choses assez correctes sur le plan, scientifique. Et puis pour finir, alors c'est pas réellement une INM et on pourra en discuter tout à l'heure, mais ce qui ressortait beaucoup dans la littérature et ce qui était impossible de ne pas citer pour nous, on retrouve ça dans les 2 groupes de travail sur les INM, c'est tout ce qui va être action de formation des équipes. Et là, il s'agit d'un réel vecteur d'INM. Donc c'est sensibiliser, former en continu les professionnels sur la compréhension des symptômes psychocomportementaux, les techniques de communication et la gestion des situations de crise. On montre que ces activités-là ont vraiment le plus haut niveau de preuve. Plus on forme nos équipes, et je pense que ça sera OK pour tout le monde, on ne se posera pas la question du pourquoi, du comment, pardon, moins on a de troubles psychocomportementaux. Donc du coup, pour résumer un petit peu tout ça, on a vraiment un niveau de preuve variable. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure en introduction, on a des méthodologies qui sont vraiment différentes d'une étude à une autre. Et donc, mon petit point d'attention que vous voyez en bas, c'est pas parce que nous, dans nos établissements, on a l'habitude de faire de la thérapie assistée par l'animal et on voit que ça fonctionne sur certains troubles du comportement. Là, ça ne ressort pas dans la diapo que je viens de vous montrer sur les INM. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt clinique, hein. Ça, c'est hyper important de se le rappeler. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces recommandations, pour l'instant, elles ont été publiées en 2024. Le but, évidemment, ça va être de les réactualiser et de les remettre à jour. Et on espère aller vers des choses un petit peu plus rigoureuses, un peu plus protocolisées, pour pouvoir montrer l'efficacité d'autres INM qu'on n'aurait pas citées aujourd'hui. Donc je reviens rapidement là-dessus et après je vais bientôt passer la parole à Federico. Mais sur les recommandations qu'on a écrites avec les experts sur la partie clinique, pour que vous le sachiez, il y a quelque chose qui me paraît surtout essentiel dans cette diapo, c'est le point numéro 1, l'analyse étiologique, donc identifier les causes et les facteurs déclenchants des troubles. Il nous paraît vraiment, vraiment essentiel, en tout cas pour le groupe de travail, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, qu'on ait tous fait cette analyse étiologique avant de commencer dans une dynamique de mise en place d'INM. Vous connaissez peut-être la méthode 10. Alors, je ne sais jamais si on dit 10 ou 10, peu importe. En tout cas, il s'agit d'une étape qui est très protocolisée, où on va décrire le trouble, l'investiguer,
créer un programme de soins pour le trouble ciblé qu'on va aller tester en situation réelle dans nos services, dans nos EHPAD, et puis on va en évaluer l'efficacité. Cette partie-là, elle se trouve également dans un chapitre des recommandations que je vous ai montré tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir cette méthode, cette technique, parce que vraiment, sur un staff médical, sur une réunion d'équipe, ça apporte vraiment des choses et ça nous permet vraiment d'envisager tout un panel de solutions, qu'elles soient d'ailleurs non médicamenteuses ou pourquoi pas à un moment donné, si on a un échec massif des INM, aller vers d'autres solutions. Mais ça me paraît vraiment être un outil indispensable et ça me semble important de vous le rappeler. Donc effectivement, je vous le disais tout à l'heure, il faut qu'on aille, sans être trop chronophage, bien sûr, sans prendre trop de temps de soignants dans nos services et dans nos EHPAD, mais aller vers une protocolisation un peu plus carrée que ce qu'on fait déjà habituellement des différentes INM qu'on met en place. La traçabilité, bon, ça paraît logique, mais c'était toujours intéressant de le rappeler, je ne développerai pas cette partie-là. La réévaluation régulière, une fois que j'ai mis en place une INM, comment je l'évalue? Même si c'est une INM récréative, une animation, quels sont mes critères finalement d'évaluation? Est-ce que je le trace bien dans le dossier du patient? Là, je vous ai donné l'exemple du NPIES qu'on connaît tous, l'inventaire neuropsychiatrique version équipe soignante. Bon, il y a d'autres outils aussi qu'on peut utiliser, mais qu'on ait un peu le même référentiel et puis qu'on puisse un peu tous parler de la même chose, ça paraît essentiel. Et évidemment, s'adapter au contexte, parce que ce ne sera pas tout à fait la même chose en domicile, en UCC ou en EHPAD. Donc, j'en ai presque fini, je regarde le temps en même temps. Ça va, je suis encore dans les temps. Le rôle central de l'environnement, alors évidemment, je ne l'ai pas développé ici, mais l'architecture, on le sait tous, ça joue énormément sur les troubles du comportement. Ce n'est pas une INM, mais c'est quelque chose qui doit être vraiment pris en compte si on veut bien mener une INM. Les couleurs, le fait que les lumières soient adaptées, tout ça est très très important. L'environnement qui soit suffisamment calme, qui soit non bruyant, etc. Pour nos INM, c'est quand même la base et même si on le sait, je tenais à le rappeler. L'organisation des soins, pareil, je m'adresse à des soignants, donc je ne vais pas développer cette partie-là, mais on le sait que ça joue aussi énormément. Et si on ne met pas en place toutes ces bases sur l'environnement au sens large, eh bien ce sera plus compliqué derrière pour nos INM. Que toute notre équipe soit formée à la communication avec les résidents qui ont des troubles du comportement semble également essentiel. L'ambiance sensorielle, ça rejoint vraiment l'environnement architectural aussi, mais quelque chose de très très important. Et évidemment, la posture relationnelle qu'aura le soignant ou la personne qui va mettre en place les INM. Donc, pour finir, un constat à partager. On manque actuellement pour nos INM d'outils structurants, mais tant mieux, ça laisse place à la recherche clinique, je le rappelle, qui partent vraiment du terrain, parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens. L'organisation des soins, même si on essaye de faire au maximum, c'est pas toujours évident quand même dans nos établissements de travailler sur cette organisation-là. Ça me fait penser notamment à tout ce qui se passe au Canada avec Carpe Diem, mais on pourra en reparler pareil si vous avez des questions sur ça. Pas évident de reproduire ce modèle en France, mais il y a des choses quand même intéressantes à apprendre dans ce modèle-là, je trouve. On a vraiment ce besoin de transfert de compétences et besoin de plus de lisibilité sur les INM, rien que sur la définition. Je vous ai présenté, moi, ce qui me semblait pertinent, mais on n'est pas tous d'accord, on ne parle pas des mêmes choses. Certains parlent de TNMP, je pense que ça vous parle, les thérapies non médicamenteuses personnalisées, d'autres d'approches éco-psychosociales. Bon, on a une sémantique qui est différente, mais l'important, ça va être qu'on se regroupe tous pour parler de la même chose. Donc, du coup, la difficulté d'harmonisation, j'y reviens pas, je viens de vous le présenter, et on n'a plus qu'à travailler tous ensemble à ce sujet. Je m'arrête là, je vais couper mon micro et je vais donner la parole à Federico pour vous présenter maintenant un peu plus le centre INM. Federico, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce Silver Talk épisode 1, j'ai envie de dire. Alors, je ne vais pas du tout me positionner sur la dimension, on va dire, scientifique, mais davantage sur l'aspect purement opérationnel et vous raconter un peu cette histoire de ce centre d'expertise INM qu'on souhaite créer et développer. Mais avant ça, ce centre INM, si on l'a imaginé, c'est parce qu'avant tout, à Nice, on a la chance d'avoir l'Institut Claude Pompidou. L'Institut Claude Pompidou a été créé à l'époque du plan Alzheimer de Nicolas Sarkozy. Et c'est vraiment, c'est parce qu'on a ce centre d'expertise-là
ici à Nice qu'on a imaginé d'adosser ce centre INM. Alors, pour vous présenter l'Institut Claude Pompidou, je vais, si vous me l'autorisez, laisser la parole à Angélique Marcus, qui est la directrice de l'Institut Claude Pompidou et en même temps de l'EHPAD de la Mute. Angélique, tu peux reprendre le micro et je reviens tout juste après. Oui, oui, avec plaisir, Federico, merci. Effectivement, l'Institut Claude Pompidou est un groupement de coopération médico-sociale qui réunit donc 4 partenaires, la Fondation Claude Pompidou, le CHU de Nice avec un centre de mémoire, de ressources et de recherche, la Mutualité française, donc la MUT, et donc France Alzheimer 06. Et donc ce groupement a été créé pour proposer une solution d'accompagnement aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, maladie apparentée. Donc c'est un accompagnement du diagnostic jusqu'à la prise en charge au long cours de cette maladie. Et donc moi, en tant que directrice de l'EHPAD, nous accueillons donc 72 résidents qui arrivent chez nous à un stade avancé, voire très avancé de la maladie. Et donc on accueille jusqu'à la fin de leur vie. Et donc je rejoins complètement mes partenaires en disant que les interventions non médicamenteuses font vraiment partie de notre quotidien et tous les intervenants de l'établissement, en tout cas, sont formés à ces INM, peu importe comment on les nomme, en tout cas, ça fait partie du quotidien, on en a vraiment besoin pour pouvoir accompagner de manière personnalisée toutes les personnes qu'on accueille. Voilà, pour être succinct. Merci Federico. Merci Angélique. Donc, l'Institut Claude Pompidou, un EHPAD, une consultation mémoire avec également une équipe de recherche, notamment Coptech, qui vient sur tout ce qui est nouvelles technologies, et un accueil de jour qui est porté par l'Association France Alzheimer, dont je suis le président. Vous connaissez tous l'association France Alzheimer. Peut-être juste vous dire que dans les Alpes-Maritimes, l'association est un petit peu particulière par rapport à d'autres départements, puisque en plus de toutes nos missions de sensibilisation, d'information aux familles, du soutien psychologique ou de la formation des aidants, dans les Alpes-Maritimes, France Alzheimer porte 4 dispositifs, donc 7 accueils de jour. De 25 places où on accueille des personnes malades à des stades légers à modérés, une plateforme de répit pour les aidants avec là 2 dispositifs assez récents que sont de la suppléance à domicile, à savoir du temps libéré ou du relayage à domicile. On a également la chance de pouvoir avoir 7 haltes-répit pour couvrir tout le moyen et haut pays du département. Tu le disais très bien, Angélique, la spécificité de l'Institut Claude Pompidou, elle est justement d'accompagner toutes les étapes de la maladie. Et notre point commun à ces 3 structures et notre ADN, c'est vraiment cette philosophie d'accompagnement qui est tournée autour des interventions non médicamenteuses. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer ce centre d'expertise, puisqu'on s'est dit tous collectivement, on utilise tous au quotidien des interventions non médicamenteuses spécifiques à la maladie d'Alzheimer, mais on voit bien, un, qu'il y a un manque de légitimité, et Anne-Julie l'a clairement expliqué, et deux, qu'il y a sans doute un gap entre ce qui est concrètement mis en œuvre. Et ce centre d'expertise sur les interventions non médicamenteuses, il a justement vocation à être ce trait d'union qui, selon moi, manque entre, je vais le dire très grossièrement, la science et la mise en œuvre concrète auprès des personnes malades. Et c'est vraiment ce maillon qu'on veut essayer de construire et de le construire de manière collective. Vous allez le voir dans ma présentation. Donc, l'idée de ce centre, elle est vraiment de structurer les pratiques, d'essayer d'harmoniser les protocoles, de bien évidemment garantir la sécurité et la qualité des interventions qu'on va proposer, d'être en appui et en support aux équipes qui concrètement au quotidien mettent en place des INM et d'essayer de développer de nouvelles approches pour les années à venir, là aussi toujours basées sur de la donnée probante. Slide suivante, s'il te plaît, Anne-Julie. Donc, ce centre, c'est quoi? Alors, c'est pas un millefeuille supplémentaire, c'est avant tout un lieu ressource. On se dit que
Ce centre permettra à chaque professionnel qui a envie de mettre en place une intervention non médicamenteuse, d'avoir à disposition toutes les ressources disponibles pour pouvoir correctement mettre en place son intervention non médicamenteuse. C'est bien évidemment un modèle d'accompagnement parce que derrière le centre d'expertise, c'est aussi une philosophie d'accompagnement qu'on souhaite proposer. L'étape suivante, et vous allez le voir juste après, l'idée, elle est aussi d'être un espace de formation pour justement transmettre notre expertise et pouvoir faire monter en compétence les équipes. Les équipes, c'est également un lieu d'expérimentation où on aura un peu un laboratoire vivant pour essayer de tester et d'évaluer de nouvelles approches. Et puis surtout, une plateforme de diffusion pour faire connaître ces INM, pour faire connaître ces pratiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Alors, ce que ce n'est pas, et je pense que c'est très important de se le dire, ce n'est pas un projet de recherche. Bien évidemment, il y aura des recherches qui pourront être menées au sein du centre INM, mais l'idée, elle est vraiment de se dire que ce centre est un lieu ressource et pas simplement un projet de recherche. Je mets des guillemets autour du terme simplement. On n'est pas sur un living lab qui existe par ailleurs où on teste in vivo certaines approches. On n'est pas sur une structure qui est concurrente ou qui remplacerait ce qui se fait concrètement déjà par les équipes sur le terrain ou une structure complètement hors sol où on n'est que sur de la théorie. On est vraiment là pour essayer à la fois de faire combiner la science et les pratiques qui peuvent exister sur le terrain en lien avec les INM et la spécificité des maladies neuroévolutives. Alors, on n'en est vraiment qu'au début. On va essayer de travailler ce centre avec, on va dire, 4 grosses étapes. La première, Anne-Julie, sur la slide suivante, euh, elle est de se mettre d'accord sur la méthodologie. Tu en as beaucoup parlé, Anne-Julie. Et comme on est trois structures différentes à l'Institut Claude Pompidou, notre premier travail, elle va être de cartographier, pardonnez-moi, tout ce qui est fait dans les trois structures et justement faire ce travail à la fois de recensement, mais aussi de mise en commun et de partage du langage que tu évoquais tout à l'heure, Anne-Julie. La deuxième étape dans cette première étape un peu méthodologique, elle va être d'analyser concrètement ce qu'on fait. On a parlé d'avant de musicothérapie, on a parlé d'activités sportives adaptées. L'idée, elle est d'analyser concrètement comment on fait au sein de l'ICP dans les différentes structures pour qu'on puisse à la fois analyser les forces et les limites de nos propres interventions. Ensuite, il s'agira de les confronter à la littérature, de voir en termes de méthodologie notamment, mais aussi d'évaluation, comment la littérature les considère et les légitime. C'est ce que tu nous as présenté, Anne-Julie, tout à l'heure à travers toutes les recos, et comment nous, on pourrait upgrader, entre guillemets, davantage ce qu'on met quotidiennement en place sur le terrain. Et tout ça pour aboutir à un socle commun à la fois en termes de méthode, de définition et de protocole d'intervention, qui serait ce socle commun propre à l'Institut Claude Pompidou. Et l'idée, elle sera après justement de le partager après avec l'ensemble de la communauté. La deuxième étape, elle est nous aussi d'expérimenter des choses en même temps que de cartographier. C'est de se dire que concrètement, dans cet Institut Claude Pompidou, qui, même s'il est récent, nécessite quelques aménagements architecturaux. Donc nous-mêmes, on va essayer de réaménager certains espaces, de les expérimenter, de les évaluer. On va procéder en interne à la formation des professionnels pour justement essayer de tendre vers ce que la littérature donne en légitimité par rapport à ces interventions, de faire des évaluations et ensuite de publier les résultats de toute cette étape 2 et 3 qui serait une étape expérimentale interne qui nous permettrait de gagner nous aussi en légitimité. Et après, on aurait une étape 4, et vous l'aurez compris, qui est vraiment de passer à une autre échelle, de déployer
tout ce qu'on a pu mettre en commun au sein du centre de l'Institut Claude Pompidou. Et pour ça, on va forcément s'allier avec des partenaires pour avoir une stratégie de diffusion et de déploiement large, aussi bien nationale qu'internationale. Bien évidemment, essayer de proposer des formations externes et offrir un bouquet, un service après-vente à l'ensemble des équipes qui souhaitent se former, se spécialiser dans les interventions non médicamenteuses liées spécifiquement aux troubles cognitifs. Et bien évidemment, essayer de produire davantage de connaissances, d'amplifier notre impact en termes de recherche collaborative pour là aussi toujours essayer de continuer à donner davantage de légitimité à toutes ces interventions. La slide d'après, Anne-Julie, s'il te plaît. En termes d'organisation, on est concrètement sur un pilotage scientifique et opérationnel à deux têtes. Anne-Julie sur la dimension scientifique et moi, on va dire, sur l'aspect davantage opérationnel et création un peu du centre d'expertise. On va bien évidemment, puisqu'à chaque fois on vous disait, on va confronter nos pratiques d'INM à la science. L'idée, elle est de créer un comité scientifique national et international qui sera là à toutes les étapes de déclinaison de notre méthodologie pour venir nous nourrir, pour venir critiquer et pour qu'on puisse voir effectivement dans quelle mesure on pourrait réduire ce gap entre ce qui est concrètement mis en place sur le terrain et ce que a validé jusqu'à aujourd'hui la littérature et la science. On est dans une logique complètement d'ouverture, à savoir à la fois de l'écosystème. L'idée sera effectivement d'essayer d'allier et de faire alliance avec un maximum de partenaires et d'élargir également tout notre réseau clinique et académique pour essayer d'insuffler et de stimuler davantage de recherche. Peut-être le mot de la fin, avec la dernière slide, l'idée, elle est vraiment absolument pas de créer un millefeuille supplémentaire, elle est vraiment de se dire, on sait que et là je prends davantage ma casquette un peu associative et de militant, on sait que ces INM, elles fonctionnent, on sait que sur le terrain, tout le monde les applique, on voit qu'il y a une hétérogénéité des pratiques. L'idée, c'est essayons ensemble de créer ce corpus commun qui nous permettra de donner à ces INM toutes leurs lettres de noblesse face à une science qui est un peu critique et qui ne légitime pas, en tout cas dans la conception et la philosophie, ces interventions à la hauteur de ce que nous, on peut voir concrètement en termes de bénéfices pour les personnes malades et les aidants. L'idée, elle est vraiment de vous fournir un centre qui soit inspirant, qui puisse vous aider, qui puisse former les équipes et qui puisse permettre à ces INM de perdurer et d'évoluer au gré aussi de l'évolution des recherches pour qu'on puisse se dire qu'en France, oui, on a un modèle qui nous accompagne sur ces INM et on n'est pas complètement isolé quand on les propose. J'espère avoir été suffisamment clair et je crois, Anne-Julie, sauf erreur de ma part, qu'on va avoir un temps de questions. Tout à Merci fait. Federico, Merci merci Anne-Julie et merci Angélique également. Donc effectivement, nous avons un temps de questions et de réponses à l'attention de nos intervenants. Je vous propose de pouvoir vous manifester en levant la main afin qu'on puisse vous autoriser à échanger en activant votre micro, en vous remerciant par avance pour vos questions. Peut-être moi, si tu me permets, en fait, j'ai oublié de dire quelque chose qui me semble important. Ça prend juste 2 petites secondes. Comme ça permet peut-être aux personnes de réfléchir aux questions qui vont arriver. Mais juste, merci beaucoup, Federico. C'était très clair, ta présentation. Juste tout à l'heure, quand je vous ai présenté les recommandations, ça m'est sorti de la tête. Mais pareil, vous nous direz à la fin si vous souhaitez qu'on vous fasse un mail avec un envoi de documents. Il y a la Fondation Médéric Alzheimer qui a travaillé un guide sur les interventions non médicamenteuses. Je ne sais pas si vous l'avez en votre possession, si vous l'avez déjà lu ou testé.
Mais je pense que comme première intention d'avoir ce petit guide en livre de chevet, c'est très intéressant parce que ça protocolise déjà un petit peu les choses. On a l'art-thérapie, toujours la musicothérapie, les ateliers de réminiscence. Et je trouve que ce livre est un premier pas et c'est du concret. Donc c'est très très intéressant de pouvoir en parler également. Je me tais et je laisse la place aux personnes qui veulent parler. Merci pour ce complément d'information. Alors, nous avons une question dans la partie conversation de Audrey Garibo-Sarkissian de la CPTS Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Donc, le déploiement envisagé en termes de territoire est-il local, départemental ou régional? Ben, le déploiement, il va surtout être national et international. Mais vous aurez compris qu'on a un premier temps de travail. Là, on est vraiment qu'aux prémices. On a un premier temps de travail qui va vraiment être autour de l'Institut Claude Pompidou, puisque avec la diversité de nos dispositifs, on se dit qu'on a une cartographie et une photographie qui est quand même complète des différentes situations qu'on pourrait avoir concrètement dans l'ensemble des territoires. Bien évidemment qu'à un moment ou à un autre, une fois que on aura, je parle notamment de réaménagement de l'ICP en termes d'architecture, bien évidemment qu'on se rapprochera au niveau d'abord local, départemental, régional, pour faire venir avec nous en termes de partenariat des acteurs du territoire pour venir un peu compléter notre réflexion avant d'avoir une vraie proposition à offrir au niveau national. Donc en termes de réflexion collective et d'énergie et de synergie, bien évidemment que une fois qu'on aura nous en interne procédé à la cartographie et à la méthodologie et à la validation d'un socle commun concernant ces INM, bien évidemment qu'on associera les partenaires qui veulent du territoire entendu largement pour pouvoir après avoir la possibilité de proposer ce que l'on souhaite faire au niveau national, voire international. Donc oui, toutes les énergies sont les bienvenues et elles peuvent être les bienvenues dès à présent pour qu'on puisse les garder en tête et savoir à quel moment on va pouvoir les insérer dans le processus et dans le dispositif. Et Audrey, ravi de te savoir impliqué. Merci pour cette réponse, Federico, et merci à Audrey pour sa question. Est-ce que nous avons d'autres questions à l'intermédiaire de la conversation? Ou n'hésitez pas à lever la main. Alors, nous avons une question de Armel Kodoul. J'espère ne pas avoir tronqué. Comment articuler et évaluer les interventions non médicamenteuses pour une INM donnée? Exemple, activité physique adaptée. Est-ce que vous allez coordonner une méthodologie et un modèle d'évaluation commun? Excellente question. Merci beaucoup de me la poser. Ben, ça fait justement partie des premières étapes. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, le centre est tout nouveau. On a pris nos fonctions que très très récemment. Mais effectivement, en tout cas sur le plan scientifique, et ça, ce seront des questions qu'on verra également avec le comité scientifique qu'on constituera dans quelques temps et dans quelques semaines, je l'espère. Mais effectivement, le but, c'est de construire une méthodologie qui soit un petit peu la même pour tout le monde, pour qu'on puisse parler d'une seule voix, en commençant, comme on l'a dit, dans les trois structures, mais le but étant d'implémenter cette méthodologie des INM. Et je pense en vous parlant, il y a déjà des travaux qui sont faits, des réflexions qui sont faites par des personnes qui ne sont pas à Nice, mais je pense au docteur Kevin Charras, hein, qui travaille déjà sur ces INM depuis très très longtemps, sur un modèle d'implémentation. Ça fera partie des experts, en plus des experts terrain, hein, bien entendu, vous êtes bienvenus pour nous rejoindre, mais des personnalités dans ce comité scientifique, dans ce conseil scientifique, qui nous permettront d'arriver à cette méthodologie et elle est à construire parce que pour l'instant, on en est vraiment à la toute première étape. Merci Anne-Julie. Nous avons également un questionnement de Estelle Gonzalez et merci à Madame Kodoul pour sa question, bien entendu. Questionnement de Madame Gonzalez. Quelle temporalité pour ce projet? Alors, vous avez compris que le projet était ambitieux et qui dit ambition, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique et je me dis qu'il faut y aller par étapes. Et j'ai envie de dire qu'on aurait deux grosses phases.
La première, je pense qu'elle va au moins mériter 3 années, qui est cette étape à la fois de mise en commun et de travail de cartographie un peu interne, d'aménagement et d'expérimentation, et d'arriver vers on va dire, un socle commun d'INM validé qu'on pourrait déjà valoriser. Donc je pense, juste à titre d'information, à la fois Anne-Julie et moi, on est sur un mi-temps par rapport à la structure. Donc je pense que 3 ans vont nous être nécessaires pour toute cette première phase. Parce que derrière également, il faut qu'on crée la structure juridique qui va ensuite porter la diffusion et le déploiement. Donc voilà, donc je partirai moi sur une première phase de 3 ans, et sur la valorisation, le déploiement, je pense qu'une phase 2 en 2 ans me paraît raisonnable. Donc j'ai envie de dire, pour une opérationnalité nationale et internationale, un calendrier de 5 ans me paraît être très modestement une très bonne cadrure en termes de timing. Mais rien n'empêche que les acteurs, que ben, vous êtes présents là, si vous souhaitez vous joindre à l'aventure, ça ne veut pas dire que vous aurez les bénéfices du centre INM dans 5 ans. On peut déjà collaborer et travailler ensemble. Voilà. Mais voilà, le grand périmètre en termes de temporalité, je pense qu'il est sur 3 ans et 5 ans pour la valorisation internationale et nationale. Merci Federico. Nouvelle question d'Audrey Garibaud. Une articulation avec les travaux déjà réalisés par le professeur Grégory Nino est-elle prévue? Alors, je reprends la parole. Du coup, Grégory Nino, ça fait partie des personnalités qu'on souhaite intégrer à la démarche aussi, parce que c'est incontournable. Ça nous semble très important de pouvoir échanger avec lui. Donc, à nouveau, rien n'est figé pour l'instant. On va seulement constituer le comité de pilotage et le conseil scientifique dans les semaines à venir. Mais effectivement, on connaît plutôt très bien sa méthode et on pense qu'il y a des choses qui sont très très intéressantes, surtout en gérontologie, parce qu'il faut rappeler aussi que Grégory travaille surtout sur les INM au sens large, toute population comprise. Nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est de faire de la gérontologie avec les experts de la gériatrie et de la gérontologie. Donc oui, on travaillera en commun avec lui. Le but n'étant pas de reprendre toute la méthode NPIS, mais par contre de collaborer sur nos enjeux pour les personnes âgées. Je crois que c'est très important, oui. Merci pour votre question. Je me permets juste de rebondir, Anne-Julie. L'idée, et enfin, elle est vraiment pas de créer une société savante à part, de créer un autre millefeuille par rapport à tout ce qui peut exister aujourd'hui. Non, l'idée, elle est essayer d'être le catalyseur et le fédérateur de toutes ces énergies qui existent, aussi bien en termes purement scientifiques et académiques, aussi bien en termes de formation ou de modèles d'accompagnement qui existent déjà, en termes de pratiques concrètes sur le terrain. L'idée, elle est d'essayer de réunir tout le monde et de se dire et de réfléchir à ce socle commun et de se dire, en France, on est capable d'avoir une définition qui est claire et une façon de faire qui est claire pour telle et telle activité. Moi, en tout cas, c'est le vœu que j'aimais, le vœu que j'aimais. Donc, l'idée, elle est vraiment d'être davantage un catalyseur et un fédérateur de tout ce qui peut exister et de se mettre d'accord pour la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Ben voilà un peu le standard qu'on décide collectivement d'identifier, de valoriser, de mettre en avant pour que ensuite, ben, dans nos EHPAD en France, dans les services à domicile, ben, on puisse se dire que ben, on reproduit, on met en place quelque chose qui a collectivement fait consensus auprès de l'ensemble des acteurs qui œuvrent depuis des années sur ce champ-là. Juste à titre d'information, parce que je ne me suis pas présenté, j'ai eu la chance, tout au début de ma carrière, de travailler au pôle études et recherches de la Fondation Médéric Alzheimer. Donc, j'ai soutenu énormément d'études il y a 20 ans, donc il faut se remettre à l'époque où le plan Alzheimer de Nicolas Sarkozy avait le premier mis en avant le soutien aux interventions non médicamenteuses. Donc, c'est tout cet écosystème qui s'est créé depuis ces années-là
qu'on souhaite fédérer et avec qui travailler de manière collective. Merci Federico, merci Anne-Julie. Avons-nous d'autres interrogations à l'intermédiaire de la conversation? N'hésitez pas à prendre le micro si besoin. Ou Oui, Federico. simplement, si nous dire si vous aviez en France un lieu ressource où vous pouviez à la fois accueillir, enfin, avoir de l'information sur la recherche, avoir de l'information sur la méthodo, est-ce que ça vous serait concrètement utile? Je pense que ça nous stimulerait encore plus davantage. Donc, juste avoir votre ressenti sur vos besoins, parce que finalement, on en est à cette phase-là d'analyse aussi des besoins sur les territoires. Donc, est-ce que ça répondrait à vos attentes pour une meilleure mise en place de ces interventions ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'on imagine comme autre type d'action pour améliorer concrètement sur le terrain? Donc, ce n'est pas forcément une conversation sur les questions par rapport au centre, mais plus sur votre pratique et vos besoins. Donc, vous avez bien entendu la confirmation d'Audrey, hein. Vous avez prêché une convaincue, cher Federico. Euh, Il confirme effectivement que les professionnels du domicile sont démunis actuellement sur ces mises en œuvre. Donc le besoin effectivement existe. Merci d'avoir pu partager effectivement la trajectoire ainsi que l'ambition de notre nouveau centre. En tout cas, vous pouvez compter sur le Gérontopole pour, je dirais, diffuser et prêcher la bonne parole autour des interventions non médicamenteuses. Je pense que c'est une démarche effectivement très importante. Avec votre accord, je partagerai vos travaux au niveau national avec l'Union des gérontopoles de France pour que ça puisse également diffuser sur le territoire national et notamment à travers le prisme des gérontopoles. Mais on ne peut que souligner cette démarche assez singulière pour l'instant dans notre région. Alors, nous avons une interrogation de Valérie qui précise qu'un centre ressources autour des INM serait également apprécié à Marseille. Bon, il n'y a que 180 km entre Marseille et Nice, et les ressources ont cette capacité de pouvoir circuler beaucoup plus rapidement que les hommes. Donc, nous pouvons souligner effectivement l'initiative de Nice, la possibilité de s'appuyer sur le Gérontopole Sud pour pouvoir également diffuser avec vos accords les travaux qui seront réalisés. Et le Gérontopole essaiera modestement d'être un relais des ressources de notre centre sur Marseille et ses environs. Merci donc pour vos retours. Je vous propose effectivement de conclure. Nous avons respecté le timing. Et donc, je remercie la qualité des interventions par l'intermédiaire de Anne-Julie, de Federico Parmiti et d'Angélique. Merci pour votre disponibilité, votre présence, pour votre intérêt sur ce nouveau centre et cette démarche autour des interventions non médicamenteuses. Un second épisode du Silver Talk sera organisé vraisemblablement en mai prochain. Et la thématique ainsi que la date exacte vous seront partagées très rapidement. Merci à vous, merci à nos intervenants et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ainsi qu'un excellent week-end. Et à très bientôt.